Vous êtes sur la Pan-African Media. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du domaine de Bini qui s'étend à 70 km au nord de Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire. Ce lieu exceptionnel se distingue par son engagement en faveur de l'écotourisme et de la préservation de l'environnement, voire de l'écosystème ivoirien. Depuis son établissement, le domaine de Bini a créé des emplois et a grandement contribué à promouvoir le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Afin de mieux comprendre l'impact d'une telle initiative, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation Croissance Verte. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et à l'équipe technique de Croissance Verte. On vous retrouve dans une poignée de minutes. Le temps pour nous de regarder ce reportage en Côte d'Ivoire. Il est signé Eva Sagna et Bachir Diaz-Bodian. À une trentaine de minutes d'Abidjan, niché sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro, le domaine Bini s'étend sur 70 hectares d'un vaste écrin de verdure. Bien plus qu'une simple plantation, ce territoire est un véritable havre où la forêt primaire côtoie des cultures variées, du cacao à l'hévéa, en passant par les potagers changeants. Ici, la nature se révèle dans toute sa richesse et sa diversité, invitant les visiteurs à un voyage sensoriel et pédagogique au cœur du Sud ivoirien. Porté par la vision passionnée de Jean-Marc, ce domaine fusionne agriculture durable et loisirs en pleine nature, ce qui offre un refuge authentique où convivialité, tradition et respect de l'environnement s'enlacent pour repousser les frontières du tourisme classique. Ici, le concept, c'est en 3 étapes. Vous avez contemplé la nature, déguster la nature et profiter de la nature. Donc, quand vous venez dans la journée comme ça, on vous donne ces 3 concepts. La première partie, qui est le contempler la nature, c'est une marche pédagogique, une balade champêtre, avec un guide professionnel qui vous explique tout ça. Ça nous ramène vers le midi, où on passe à la deuxième partie, qui est de déguster la nature, ou les festins des 10 doigts. Dans le fond comme dans la forme, on mange avec les doigts, on essaie de manger selon nos us et coutumes d'avant, selon la tradition. Ces 70 hectares sont composés d'une mosaïque de choses, telles que forêt primaire, un restant de cacao, de l'hévéa, de papayer, des cultures maraîchères qui changent à tout moment, en passant de la courgette aux patates douces et toutes sortes d'affaires. Et quand on s'étend vers nos voisins, vous avez du poivrier. Le domaine Bini se révèle bien plus qu'une simple exploitation agricole. C'est un sanctuaire où le murmure des feuilles et le chant des oiseaux invitent à une communion profonde avec la nature. Des cabanes confondues au décor, des pistes de vélo et pédestres serpentent à travers la végétation luxuriante, offrant des moments d'adrénaline douce, tandis que la tyrolienne, suspendue entre les arbres, promet des sensations d'évasion aérienne. Ce domaine, on l'a conçu, le concept est conçu pour permettre à tous et chacun de pouvoir venir dans la nature en toute quiétude et en même temps de profiter pour voir les différentes cultures qui se passent dans notre pays, notamment dans le sud de la Côte d'Ivoire. Parce que des fois, on pense qu'on connaît, mais on n'a pas la chance de connaître vraiment en profondeur. Donc, le concept a été conçu pour ça. En même temps, c'est une sorte de camping et un centre aussi de récréation. Donc, on peut faire du vélo. On a 30 km de piste de vélo, 12 km de randonnée. On s'est dit, bah, il faut donner un peu de tonus. Et là, on va sur un fromager à 10 mètres de haut avec des baudriers et tout, des polis. Et puis, donc, on fait la tyrolienne qui nous ramène à 70 mètres plus loin, pied à terre vers un autre bois. Et nous, on considère cette tyrolienne comme une ligne d'arrivée parce que l'objectif un jour, c'est de reconnecter tous les gros fromagers entre eux. Et ça va nous faire genre 1 km de piste de tyrolienne. Comme vous le constatez ici, c'est vraiment nature.
Voilà, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on a dans nos villes, dans une ville particulière comme Abidjan, vous voyez qu'ici, ça change vraiment. Tout est nature, on mange dans des feuilles d'attiqué, on boit dans des matériaux en bois, on s'assoit sur des matériaux en bois, on se repose dans des hamacs. Bon, c'est pas des choses qu'on trouve à Abidjan. Le domaine Bini propose aussi des repas typiques ivoiriens avec le fameux festin des 10 doigts. Un déjeuner où l'on savoure les produits locaux selon les coutumes traditionnelles, en lien direct avec la terre et ses richesses. Ici, le déjeuner est servi dans des récipients naturels et consommé à la manière traditionnelle avec les mains. Au-delà de la dégustation, le festin des 10 doigts est un moment de convivialité et d'échange, où la joie et le respect des traditions se mêlent. Nous vous présentons nos plats standards qu'on a ici au domaine Bini. Donc aujourd'hui, comme tous les autres jours, à midi, sont les extras où j'avais des frites de patates douces, de la loco, donc c'est de la banane frite. Ensuite, vous avez du poulet braisé au feu de bois, vous avez du poisson à l'étouffée et vous avez du foufou avec une sauce légumes. Ensuite, vous avez la pâte de chou, oignon et le piment, que moi j'appelle ici le kipik. Alors, comment manger tout ça? Je vous présente, comme je le disais tantôt, ici on vit selon nos us et coutumes. Ceci, on les appelle des feuilles d'attiqué, pas parce que ça vient de l'arbre de l'attiqué ou quoi que ce soit, parce que ce sont les emballages que nos parents ont toujours utilisés avant. Voilà. Donc, ça est dans la forêt. Et comme nous, on a protégé la nature, on a ça à volonté. Si vous êtes 1000, je rentre dans la forêt et sors 1000 assiettes, 1000 feuilles d'attiqué. Alors, je vous donne votre assiette. Monsieur, vous les croisez. Ça a été aseptisé au vinaigre blanc. Et voilà, vous les croisez. Et puis, et voilà. Donc, ding, 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 c'est parti. Maintenant, pour manger le foufou, vous avez les taliers ici. Ils sont des formes d'assiettes villageoises en terre cuite. Tout là. Donc, je servez directement. Alors, pour votre gouverne, on n'a pas de système de conservation, on n'a pas de frigo. Donc, tout ça là. Voilà. Alors, ding ding, c'est parti. Après cette promenade ressourçante, le visiteur est invité à découvrir un véritable joyau. Un bain naturel niché dans un étang dont l'eau cristalline puise sa pureté dans plus de 40 années de pratiques agricoles sans pesticides. L'air est chargé d'une fraîcheur vivifiante, tandis que l'on sent les pieds s'enfoncer doucement dans le sable mouillé, une immersion totale dans un monde préservé. Chaque instant est une immersion sensorielle où se mêlent toucher, vue et odeur. Un voyage au cœur d'un équilibre fragile et protégé. Les récipients qu'on utilise sont naturels et c'est selon nos us et coutumes. Donc souvent on dit ici, on vit selon nos us et coutumes. Et quand on a fini de manger, on fait comme avant aussi, on se repose un peu pour digérer. Et pour la digestion, c'est des hamacs. Alors derrière moi, vous avez des hamacs. Toutes sortes de hamacs, des grands, des petits, il y a vraiment croisés entre eux. Il y a des hamacs qui font 10 mètres de large, perchés entre les arbres, qui prouvent qu'on a protégé la nature parce que c'est pas des poteaux, des piquets qu'on a fait ces hamacs-là. Donc, ce sont des hamacs que vous avez pu, on a aussi dans l'arbre, beaucoup plus haut, une sorte de cage où vous pouvez grimper plus de 10 mètres de haut, puis vous reposer, regarder la nature. Ça, c'est ce qu'on a ici. Mais après, on a nos Miss Argile qui remontent de la zone argile pour venir vous chercher. Et on descend à 2 minutes de marche à la zone argile où elle s'occupe de vous, massage, bain d'argile et tout. Et de la rivière ou de l'étang qu'on a pour se baigner. Cet étang, on l'a réaménagé dans le lit même de l'étang. Elle prend sa source même ici au domaine Bini. Et comme depuis plus de 40 ans, on n'a jamais utilisé de pesticides ou tous ces ingrédients, on peut considérer que c'est une terre saine et l'eau est saine. Et donc, on va nager dedans.
Jean-Marc n'est pas seul dans cette aventure écologique et touristique. Il travaille avec une équipe de collaborateurs passionnés et engagés, notamment des guides touristiques tels que Arsène, son neveu. Ce dernier a érigé domicile dans le domaine, ce qui lui facilite sa tâche consistant à l'accueil et à l'accompagnement des visiteurs. Sur ces 5 sites, près de 50 collaborateurs locaux issus des villages environnants contribuent activement, renforçant ainsi les communautés par la création d'emplois, la promotion d'un tourisme durable et responsable. Ça fait pratiquement 6 mois, 7 mois que je vis ici. Mais avant, je venais temporairement. C'est le concept de M. Bini nous a inculqué ça. Donc vraiment, c'est une joie pour moi. Parce que ça me permet de me dépayser, de m'évader. Ça me permet de penser, de réfléchir. Et puis aider aussi mon oncle dans son combat écologique et tout. Parce qu'on sait que la nature, c'est le départ de tout. Hein. Donc être dans la nature, je suis ouvert. Moi, je me plais. Jean-Marc cultive par ailleurs une vie simple, errant, loin des technologies envahissantes. Ici, tout est artisanal. Des lampes tempêtes fabriquées à la main diffusent leur lumière naturelle lorsque la nuit tombe, tandis que les meubles, objets décoratifs, issus de récupération ingénieuse et des toilettes bio, témoignent d'un profond respect pour le travail manuel et l'authenticité. Cette simplicité volontaire se révèle être le cœur même de l'expérience. Un retour à l'essentiel où la nature guide chaque geste, chaque instant. On vit vraiment selon nos us et coutumes parce que rien du tout. Ouais, c'est vrai qu'on est high-tech. Moi, j'ai mon iPad de temps en temps pour faire coucou à la famille quand je vis seul ici. Mais c'est tout, on n'a même pas de... C'est des lampes, on a des torches, mais on a plutôt des lampes comme des lampes tempêtes. Là. Même la lampe tempête, on fabrique tout nous-mêmes, là, et puis on met le pétrole le temps de trouver une autre substance qui va remplacer. Et puis on met nos mèches, et puis on a des flammes la nuit, feu de camp et tout. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est ce que tout le monde recherche, cette nature vraie. Non, nous, on essaie d'être dans le vrai. On fabrique presque tout nous-mêmes, nos meubles et tout. On fait beaucoup de récupération. Et puis, il se trouve que c'est vraiment bien. Ce projet est bien plus qu'une simple offre touristique. Il puise ses racines dans le vécu intime de son promoteur. J'ai vécu au Canada. Et là-bas, c'est un pays, beaucoup de nature. Et j'ai été stupéfait de voir que le week-end, on voyait toutes sortes de tentes roulottes accrochées aux voitures qui passaient d'un point à un autre point. Des fois, on nous disait, bon, on va aller cueillir des citrouilles à 150 km. Juste pour une activité des citrouilles. J'ai dit, bon, il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris sur le mode d'évasion. Mais dès qu'il y a eu le déclic que j'ai compris cela, j'ai compris pourquoi les gens faisaient du tourisme, pourquoi les gens venaient dans nos villages pour visiter. Et j'ai compris qu'on n'avait pas compris nous autres. Voyez-vous? Et dès que ça fait ce déclic dans ma tête, je n'ai pas perdu le temps. Je suis venu directement et je me suis installé ici, pratiquement en ermite pendant plus d'1 an. C'est-à-dire, je sais qu'on ne va pas me comprendre dans un premier temps. Non, je n'ai pas besoin qu'on me comprenne. C'est innovateur ce que je fais. Je m'y mets. Les vrais connaisseurs, ils le sauront, ils vont me découvrir. Aujourd'hui, le domaine Bini connaît un engouement croissant, porté par le bouche à oreille et la sincérité de son approche. Le site attire désormais un public éclectique, mêlant ivoiriens et visiteurs étrangers, tous en quête d'un retour aux sources authentiques, loin des sentiers battus du tourisme de masse. S'inscrivant dans une démarche profondément écologique et respectueuse de l'environnement, le lieu est conçu comme un véritable écosystème vivant, où la biodiversité est protégée et valorisée dans le respect des as et coutumes locales. Depuis plus de 45 ans, aucune utilisation de pesticides ou produits chimiques nocifs n'a entaché cette terre fertile, garantissant ainsi la qualité pure du sol et de l'eau qui nourrissent les cultures diverses, et les étangs où les visiteurs peuvent se baigner en toute sécurité.
De retour sur le plateau de Croissance Verte, justement, Monsieur Diagne, vous venez de regarder ce reportage qui a été réalisé en Côte d'Ivoire. Le choix de limiter la technologie et de favoriser des installations artisanales fait partie de l'ADN du domaine Bini, on l'a entendu dans ce reportage-là. Quel avantage et quelle limite voyez-vous à ce type d'approche dans une stratégie d'éco-tourisme? Je pense que il a fait bien de le dire, c'est-à-dire il a eu le déclic en voyant donc au Canada des gens quitter les villes pour aller donc faire juste une activité. Et aujourd'hui, ça a permis que son retour donc au pays à mettre en place cet écosystème. Et c'est quelque chose qui est fortement demandé parce que aujourd'hui nous sommes un peu trop influencés par tout ce qui est high-tech, tout ce qui est connectivité. Exactement. On a rompu le rapport à la nature. Et je pense qu'il a réussi, donc, véritablement, à ce que les gens puissent se réconcilier avec eux-mêmes et se réconcilier avec la nature. Et c'est quelque chose qui est devenu un besoin réel, parce que nous sommes tellement, comme on dit, enchevêtrés dans tout ce qui est donc virtuel, qu'on oublie le rapport entre l'homme et la nature. Exactement. Le retour au monde réel, comme on a envie de dire, parce qu'avec la technologie, nous sommes en immersion dans un monde virtuel. Observons justement ces initiatives comme le domaine Bini ou encore certains projets sénégalais, parce qu'il y a également des projets qui se rapprochent de ce qu'on vient de voir au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment vous arrivez à définir l'impact global de l'écotourisme sur la préservation des écosystèmes? Il est important de découvrir, comme on dit, son environnement. Aujourd'hui, s'il a pensé à un parcours pédagogique, c'est aussi faire connaître des espèces de plantes. Donc, il a parlé de l'EVA. Aujourd'hui, en Afrique, qui parle encore de l'EVA? Parce qu'on pouvait aussi donc faire cette culture, mais aujourd'hui même, pour prendre le cas du Sénégal, est-ce que la plante de l'EVA est même déjà connue encore par les enfants? Donc, ça permet de redécouvrir des plantes, de faire encore un lien entre l'homme et la nature. Et ce qui fait qu'avec ce parcours pédagogique, les gens peuvent découvrir à nouveau des espèces florales et qu'ils ne connaissaient pas donc avant. La Côte d'Ivoire dispose d'une grande diversité écologique. Quel atout et quel défi voyez-vous dans la mise en place d'expériences touristiques basées sur la nature? Vous l'avez dit, pardon, c'est important de se reconnecter avec la nature. Et justement, les défis dans la mise en place de telles initiatives. Il faut vraiment qu'on dit aller dans le sens d'un éveil des consciences. Aujourd'hui, on parle de beaucoup comment on appelle ça, d'environnement, on parle beaucoup d'écologie et de cela, même de transition énergétique. Mais il ne faut pas qu'on fasse du couper-coller. Il faut qu'on sache exactement comment nos environnements sont préservés et configurés. Qu'est-ce que nous voulons maintenant proposer et partager? Il a bien compris donc vraiment donc ce qu'il a donc comme richesse. Il a fait en sorte de préserver. 70 hectares, c'est pas petit. Exactement. Mais comment faire en sorte pour que ces 70 hectares puissent être suffisamment attractifs avec la combinaison des installations? J'ai remarqué qu'il a utilisé le bambou, donc pour faire donc les cabanes et autres. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont perdues. On a des enfants qui sont complètement virtuels. Exactement. Ils n'ont aucun rapport à la nature. Même marcher pieds nus, c'est devenu un problème. Donc, il faudrait qu'on... Même aller au village. C'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce rapport. Aujourd'hui, on a pratiquement, entre guillemets, c'est des prisonniers. Vous voyez. Donc, on a rien d'êtres humains aujourd'hui. On n'a plus rien de naturel. Et ce n'est seulement que dans ces genres d'espace. Au Sénégal, il y a une initiative, je pense, dans le sud-est, donc à Kédougou. Donc, il y a un espace appelé Bioparc. Mais c'est exactement le même principe parce qu'on a un plat de fleuve qui est là-bas, on dort dans la case et tout cela, mais c'est un environnement véritablement préservé. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui arriver à proposer si on pense au tourisme écologique. Dans le contexte d'un tourisme responsable, comment justement garantir la sécurité, l'hygiène et le confort minimal? On l'a vu, il y avait des bains de boue. Comment garantir justement toutes ces choses aux touristes? Tout ça, il faut respecter une sorte de charte. C'est-à-dire une sorte de contrat comportemental. Si on arrive à donner carrément donc cette charte, et là les gens vont pouvoir respecter et préserver donc le cadre, parce que il faut venir être en communion avec l'espace. Donc il faut pas être en porte-à-faux avec donc l'environnement qui est là-bas ouvert, qui n'est pas agressif, parce que lorsqu'on vient, on trouve un bien-être. Donc, ça veut dire que donc il faut reconnecter donc son âme véritablement à la nature.
Alors, il y a un point qui a été très intéressant, qu'il a souligné dans le reportage, c'est justement la construction des cabanes. On parle aujourd'hui de l'éco-construction. Comment justement la mise en place d'un tel défi architectural peut aujourd'hui avoir un impact sur l'économie et beaucoup plus sur l'écosystème? Non, vous savez, aujourd'hui, quand la nature, on a fait de la déforestation. Il y a, comme je parlais tout à l'heure du bambou, on peut faire en sorte de pouvoir ramener ces sortes de plantes. On a donc l'EVA aussi, qui a pratiquement disparu dans beaucoup de pays. Il a parlé donc de ces plantes avec les feuilles, donc pour manger la tiquée et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de reverdir beaucoup d'espaces. Si autour de ces 110 hectares, il y a des espaces qui n'étaient pas dédiés à la nature, on peut récupérer. Ou bien lui-même, il peut mettre à l'intérieur une sorte de pépinière qui pourra peut-être sauver ou aller donc au secours d'espaces qui ont été donc perdus. Et c'est ça qu'il faut maintenant. Il faut qu'on aille vers une bonne, je vais dire, adaptation, mais aussi, il faut aussi préserver. Mais pour préserver, il faut connaître. Donc, il faut qu'on aille à la redécouverte véritablement de nos environnements écologiques, donc naturels. On parle également de la destination touristique africaine. On parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire à travers justement la mise en place de cette initiative, hein, ce magnifique projet. On parle du projet Béni en l'occurrence. Vous avez parlé du Sénégal avec des initiatives également qui sont installées. Concrètement, comment peut-on aujourd'hui essayer de transposer ce genre de projet au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Il faut créer un parcours. C'est-à-dire qu'il faut créer un parcours où, par exemple, nous sommes dans un espace, je vais dire, communautaire. Il faut créer un parcours. Un parcours qui permet, par exemple, on peut partir du Sénégal en passant par le Mali, ouais. Arriver en Côte d'Ivoire comme boucle, donc, comme on dit, de tracé et voir des espaces similaires. J'ai été donc à Kédougou, ils ont réussi à faire quelque chose pour en faire un parcours autour du pays Bassari. Donc, tout ce qui est donc toutes ces minorités ethniques. Et là, on découvre la richesse donc de l'artisanat. On découvre la richesse culturelle. Il y a beaucoup de connaissances aussi, même des connaissances médicinales. Donc, aujourd'hui, c'est carrément faire en sorte de retrouver un bien-être. Un bien-être, c'est-à-dire le bon vivre. C'est-à-dire que même le bien manger, mais manger donc véritablement naturel. Ouais. Et un espace comme ça qui n'a pas été donc affecté par tout ce qui est chimique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver. Il faut que les gens reviennent au naturel. Et c'est ça qu'il faut maintenant essayer de développer. Développer des partenariats, donc des espaces comme celui que j'ai cité, puissent être en connexion. Vous pouvez faire une semaine, 15 jours ici au Sénégal, ou vous déplacer en Gambie. Je pense qu'il y a quelque chose même comme ça. Et vous découvrez des espaces vraiment où vous avez carrément le même environnement. Et si on arrive à ça, je pense que le reste, c'est juste une éducation environnementale, une éducation à l'amour de la nature. Exactement. Vous avez parlé justement du bien-être, notamment sur le plan culinaire. On l'a vu également dans le reportage. On parlait des 7 doigts, hein, le menu et tout, dans ce reportage-là. Bien manger, c'est aussi, justement, comme vous l'avez souligné, de revenir à la nature, mais est-ce que là, il faudrait aussi avoir, on va dire, une limite? Parce que quand on parle d'écosystème, c'est savoir à un moment donné se limiter et n'est pas aller au point de tout ramasser ou causant, par exemple, une pénurie dans le domaine justement purement naturel. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qu'il faut donc savoir garder. Et aujourd'hui, nous avons eu un peu à être trop industrialisés. C'est-à-dire que nous avons perdu un peu certains réflexes. Le fait de manger à la main, aujourd'hui, je vois des enfants qui ne peuvent plus manger à la main. Alors que c'est quelque chose qui devait être naturel. Mais les enfants ne peuvent plus. Même de grandes personnes ont perdu cette habitude. Et aujourd'hui, ce contact avec la matière, c'est important pour le corps. Les gens sont habitués à manger avec la fourchette. Mais ouais. Nous sommes des êtres, nous sommes liés à la terre. Et tout ce qui vient de la terre est lié à nous. Mais si on coupe ce lien-là, automatiquement, ça va donc réagir. On n'a pas cette conscience de ce lien qui existe entre ce qui sort de la terre et qui va dans notre ventre. Mais le lien que l'on a entre le contact de la main avec ce que nous mangeons, c'est différent du contact avec la cuillère et avec ce que nous mangeons. Il y a une sorte de magnétisme qui n'est pas le même. Exactement.
Alors, on a vu, en ce qui concerne l'initiative, le projet Béni en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans le reportage, il l'a souligné, c'est parti d'une initiative personnelle, c'est un engagement personnel pour justement valoriser l'environnement et remettre potentiellement, on va dire, au goût du jour l'écotourisme dans ce sens-là. Quelle peut être aujourd'hui la responsabilité de nos gouvernants pour accompagner ce genre d'initiative? C'est quelque chose de très, très important. J'ai eu le plaisir, cette fois-ci, avec la COP qui s'est passée au Brésil, que des minorités ont eu le courage de venir s'exprimer. Parce que nous avons un espace naturel, qui est la forêt amazonienne, mais qu'on est en train de détruire. Pourquoi? Pour de la richesse, pour du pétrole, pour de l'or, pour des minerais rares. Mais aujourd'hui, nous avons des espaces qui sont préservés, naturels. Il faut qu'on puisse développer une sorte de véritable économie verte. Pas dans l'exploitation, mais dans la préservation. Merci à vous, Monsieur Diane. Je rappelle que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Croissance Verte. Merci beaucoup, un plaisir toujours d'être sur ce plateau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.